Alors voyons maintenant l'article 3. Article 3 qui a introduit lui aussi un concept d'envergure, la souveraineté. Alors, que nous dit l'article 3 sur la souveraineté? Eh bien, il nous dit que son principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation. Je cite, le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation. Ce qui ne peut nous laisser perplexes, ce qui peut que nous laisser perplexes pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que si la souveraineté réside essentiellement dans la nation, ça suppose que la souveraineté réside en partie dans autre chose que la nation. Et alors, nous aimerions bien savoir quelle est cette autre chose dans laquelle réside également en partie la souveraineté. Mystère. Nous appliquons donc une pénalité pour imprécision sur le terme essentiellement. La deuxième raison de notre perplexité, pour ne pas dire plus, c'est l'emploi du mot principe pour fonder la supposée définition de la souveraineté. Le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nous avons défini tout à l'heure ce qu'est un principe, c'est-à-dire une proposition claire qui fonde un raisonnement duquel peuvent découler des modes d'action, et de ce fait, nous ne voyons pas comment la nation peut être considérée comme un principe. La nation, un principe. D'autant plus d'ailleurs que le terme de nation n'est pas défini non plus. À défaut d'en donner une définition définitive, qui ne pourrait être que subjective, nous avancerons sans crainte d'être contredits l'idée que la nation est un terme décrivant une entité collective, mais en tout état de cause, certainement pas un principe. Nous appliquons donc une pénalité de 1 pour l'emploi inapproprié du terme principe. En conséquence, il apparaît que la première phrase du 3e article de la DDHC, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, est totalement vide de sens et que nous ne savons toujours pas, après avoir lu cet article, ce que c'est que la souveraineté. Nous appliquerons donc une pénalité pour imprécision de la définition de la souveraineté. Voyons maintenant la deuxième phrase de l'article 3. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Alors nous passons ici de la notion de souveraineté à la notion d'autorité, qui laisse à penser que souveraineté et autorité sont synonymes. Ceci constitue déjà un premier point d'interrogation. Un deuxième point d'interrogation serait celui de savoir comment faut-il lire cette phrase, et notamment quelle signification doit-on donner au « en » dans « qui n'en émane expressément ». « En » représente-t-il la nation ou bien « en » représente-t-il la souveraineté? Si « en » représente la nation, nous devons alors lire « Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'émane expressément de la nation ». Ce qui semble absurde, car il est bien évident qu'un corps, c'est-à-dire un groupe d'individus constitués, ou un individu seul, peut très bien exercer une forme d'autorité qui n'émane pas de la nation. Par exemple, l'autorité d'un chef d'entreprise sur ses salariés ou celle d'un parent sur un enfant. Si par contre, en représente la souveraineté, alors nous devons lire l'article ainsi. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'émane expressément de la souveraineté. Ce qui est encore plus absurde, puisque cela reviendrait à dire que toute forme d'autorité émane d'une autorité suprême unique, sachant que la notion de souveraineté, bien que non définie dans ses caractéristiques, désigne de façon axiomatique cette autorité suprême unique. Nous avons donc montré que les deux interprétations possibles de cette phrase sont toutes deux absurdes. L'absurdité dans ce cas précis consistant
en l'amalgame de l'imprécision et de l'incohérence, ce qui engendre naturellement 2 pénalités, une pour imprécision et une pour incohérence. Reste enfin à répondre à la première question. Doit-on considérer autorité et souveraineté comme synonymes? Si la Constitution les considère comme synonymes, l'article dans son entier doit être lu ainsi. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer de souveraineté qui n'en émane expressément. Dans ce cas de figure, il devient clair que le « en » désigne alors forcément la nation et que la deuxième partie de l'article ne fait que paraphraser la première partie sans apporter d'éléments nouveaux. L'addition des 2 phrases devient de ce fait alors inutile et l'article pourrait alors se réduire à une seule phrase rédigée ainsi. Nul corps, nul individu ne peut exercer de souveraineté qui n'émane expressément de la nation. Si par contre, la Constitution ne les considère pas comme synonymes, elle doit nous expliquer la différence qui existe entre les deux, entre la souveraineté et l'autorité. Néanmoins, et quelle que soit l'une des 2 alternatives d'interprétation, il y a bien lieu d'appliquer un point de pénalité pour imprécision. Oui, alors on retrouve bien entendu toujours la même méthodologie critique qui oscille entre la critique, disons, contestatrice de ce qui est écrit, hein, et puis la critique propositionnelle de ce qu'il aurait fallu écrire à la place. Cet article, pour ce qui concerne le premier pan, qui me semble être plus dans l'esprit de notre travail, mais pourquoi pas aussi, c'est vrai, à chaque fois dire, mais on aurait pu écrire autre chose. Alors, pour ce qui concerne vraiment la critique pure de ce qui est écrit, cet article, je considère cet article est sans doute l'article le plus indéfendable qu'il y a parmi les 17 articles de la DDHC parce qu'il ne veut strictement rien dire. Alors, bon, on connaît bien le stratagème bourgeois. Richard en a reparlé en disant oui, évidemment, ça ne veut rien dire, donc on peut en faire ce qu'on veut. C'est justement, ça a été écrit pour ça. Les Girondins qui ont écrit ça se sont dit on va certainement nous parler de souveraineté, d'autorité, puisque maintenant il y avait la monarchie, on veut faire autre chose. On ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Bon, on va mettre souveraineté, autorité, on va mettre tout ça, et puis finalement on pourra donner la signification qu'on voudra au moment voulu. Et bon, voilà, c'est ce qui a été fait. Le problème, c'est que lorsque sous le gouvernement Pompidou, on a inscrit cette DDHC, il aurait fallu dire cet article n'a aucun sens. Hein? Ou alors, maintenant, il faut le lire avec nos yeux à nous. Moi, je me refuse à dire attention, cet article de DDHC, il faut le lire avec les lunettes de 1789. Non, il est annexé à la Constitution, il faut lire avec les lunettes d'aujourd'hui. Si cet article est contradictoire aujourd'hui, bon, il faut l'abroger. Si cet article n'a aucun sens, il faut dire cet article n'a aucun sens. Voilà. Bon, c'était le but de ma critique. Mais à entendre ce que les uns et les autres vous venez de dire, m'apparaît d'autres critiques supplémentaires. C'est vrai qu'il y a le tout qui m'avait échappé. Le principe de toute souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de souveraineté. Ça m'avait échappé là. Bon. Et là, de nouveau, il faudrait que ça ouvre une boîte de Pandore absolument gigantesque. Il y a plusieurs souverainetés. Alors que il semblerait quand même que dans le raisonnement constitutionnel aujourd'hui, on parle de la souveraineté, la seule, hein, toute souveraineté. Bon. Le mot principe. Alors le mot principe, peut-être ce que j'ai dit a été mal compris. Je conteste l'utilisation du mot principe. En fait, une contestation grammaticale que je fais. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La souveraineté, ce n'est pas un principe. La souveraineté, c'est une réalité. Voilà, c'est pas, bon, voilà. Le principe, c'est autre chose. Le principe, c'est une idée fondamentale qui génère un raisonnement et duquel découlent des modes d'action.
Souveraineté, ce n'est pas un principe. Ou alors, il faut qu'on nous explique ce que c'est qu'un principe. Et s'il y a une autre définition, voilà, qu'on nous l'explique. Ça ouvre aussi cette affaire entre souveraineté et autorité, que j'ai pointé. En fait, cette analyse que j'ai faite, une analyse grammaticale. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, parce que c'est déjà tellement absurde au niveau grammatical, que si on rentre dans le fond, on aura peut-être plus de justification dans le fond que dans la grammaire. Mais qu'est-ce que ça peut nous inspirer, cette opposition, ou ces similitudes, ou cette polysémie ou pas, entre autorité et souveraineté? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, effectivement? Ou comment est-ce qu'ils ont voulu tourner la phrase pour qu'ils puissent lui faire ce qu'ils veulent au moment voulu? Cette deuxième partie de phrase, c'est-à-dire nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Autorité et souveraineté. Eh bien, moi je trouve ce qui est intéressant. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont le dire. Hein. Encore une fois, je valide, disons, le parti pris de dire qu'ils ont écrit quelque chose à tiroir pour qu'on puisse. Voilà. Mais ça ouvre, me semble-t-il, la réflexion sur la différence entre l'autorité et la souveraineté représentant le pouvoir législatif et l'autorité le pouvoir exécutif. Et donc, ça voudrait dire quoi si on prend cette grille de lecture? Ça voudrait dire que il n'y a qu'un seul pouvoir suprême qui s'appelle souveraineté. C'est le pouvoir législatif. Et que dessous, il peut y avoir un pouvoir exécutif qui a une autorité, qui peut exercer une autorité sur les gens, sur vous, sur moi, mais cette autorité ne peut la tirer que du pouvoir législatif. Bon. Alors ça, c'est intéressant, mais il aurait fallu l'écrire de façon extrêmement claire. Hein. Ça voudrait dire que, alors c'est, disons, une façon, ça serait une façon de préciser l'article 16, je crois qu'on le verra plus loin, qui indique que tout pays qui n'indique pas dans sa constitution qu'il y a une séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif est réputé ne pas avoir de constitution. Grosso modo, c'est ce que dit l'article 16. Eh bien, déjà, je pense que le rédacteur, sans s'en rendre compte, il a amorcé un petit peu cette idée-là, mais en nous laissant, en fait, le loisir d'y réfléchir et sans donner de réponse. Mais moi, j'aimerais une traduction comme ça. Donc, il y a un débat sur principe. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Dire le principe de souveraineté, ça n'existe pas, le principe de souveraineté. Il y a un principe de précaution, par exemple, je prends un exemple, un contre-exemple. Le principe de précaution, c'est-à-dire que ça énonce une idée claire, hein, qui va pouvoir sous-tendre un certain nombre de raisonnements dans les cas précis, duquel va découler des modes d'action. Le principe de souveraineté, c'est comme si on disait le principe de l'État. Le principe de l'État, non, c'est une entité. Enfin, bon, voilà. S'il y a un débat là-dessus, je pense, puisqu'il y a un dissensus, je pense que, pour moi, il y a un débat là-dessus. Alors ensuite, décortiquer chaque mot. Oui, décortiquer chaque mot. Là, on va pouvoir nous dire, mais vous ergotez, attendez, qu'est-ce que vous allez chercher là? Mais bon, c'est que vous n'allez pas chercher plus loin, bon, vous prenez cet article. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on voudrait. On écrivait, qu'est-ce que vous allez chercher là? Bon, non, on décortique chaque mot. Bon, ou alors on ne fait pas de loi, c'est pas la peine. Donc décortiquer chaque mot, oui, d'accord. Alors essentiellement, ça c'est intéressant, c'est aussi qui ne m'avait pas forcément apparu. Essentiellement, moi je l'avais interprété, je l'avais lu comme essentiellement dans la nation, c'est que ça pouvait résider aussi ailleurs, pourquoi pas. Essentiellement, c'est l'essence. Donc, là, c'est effectivement, bon, est-ce que c'est là où s'ajoute une interrogation, une imprécision supplémentaire. Et donc, je ne développerai pas plus. Et Richard donnait une piste d'interprétation en disant essentiellement parce qu'il y avait encore le roi. Donc, d'une part, il y avait une souveraineté naissante qui était l'Assemblée, et puis il y avait quand même encore le roi. Donc, mais on disait que finalement, bon, maintenant, la souveraineté, elle va émaner essentiellement de l'Assemblée. Et que c'était différent par rapport à aujourd'hui. Non, ce n'est pas différent, c'est pareil. C'est toujours la même chose. Aujourd'hui, ce n'est pas le roi, c'est Macron, ou c'est la Macronie, ou c'est je ne sais pas qui.
Bon, c'est la caste des marchands, c'est l'oligocratie, c'est une minorité restreinte qui a le monopole du pouvoir suprême. Bon, donc le mot essentiellement, il reste aussi, bon, c'est la démocratie directe ou pas? Est-ce que la souveraineté, c'est-à-dire que le pouvoir suprême émane de la nation? Je veux bien. La mesure de la nation, c'est le peuple. Est-ce que ça émane du peuple ou bien que ça peut émaner aussi d'autres choses? Voilà. Donc, en fait, cet article 3, dans son absurdité, il a le grand mérite de poser tout un tas de questions qui sont les vraies questions de la démocratie.